Boulevard Prince-Henri, Luxembourg, 27 juillet 1999 au matin. Un homme d'affaires autrichien de 70 ans descend dans un parking souterrain. Il est venu confronter un homme en qui il a placé une confiance presque aveugle, depuis maintenant 15 ans. Son partenaire commercial, celui qui gère une partie de sa fortune. Dans l'obscurité du parking, quelqu'un d'autre l'attend. Un homme masqué, armé d'un maillet en caoutchouc. Les coups pleuvent sur la tête du vieil homme, 7 au total. Et pour ne rien arranger à sa situation, il perd énormément de sang. Et pourtant, il ne meurt pas. Et pour tout vous dire, il se défend et gagne en mettant KO son agresseur. Cet homme s'appelle Gaston Glock, le fondateur du pistolet le plus emblématique de sa génération. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas celle d'une arme, mais plutôt celle d'un homme, d'une entreprise et d'une zone grise qui a bien failli lui coûter la vie dans des circonstances étonnantes. Bon, vous avez bien entendu. Vous connaissez sûrement l'anecdote qu'on resserre à toutes les sauces, l'histoire du fabricant de tringles à rideaux ou de couteaux qui aurait improvisé un pistolet en quelques mois pour décrocher un contrat avec l'armée autrichienne. Cette anecdote est vraie, du moins en partie. Mais elle est devenue tellement répétée qu'on a fini par oublier tout le reste, tout ce qui englobe l'entreprise. Le Glock 17, c'est l'histoire d'une réussite industrielle presque parfaite, mais autour de cette arme, l'histoire devient beaucoup plus complexe, des structures financières difficiles à démêler, un conseiller condamné après une tentative d'assassinat et une succession familiale transformée en une véritable bataille judiciaire. Attention simplement à ne pas tout mettre au même niveau. Certaines responsabilités ont été établies par des condamnations. D'autres éléments proviennent de plaintes et de versions opposées. Mais avant de commencer, comment est-ce qu'un homme n'ayant encore jamais conçu de pistolet dans son entièreté va réussir l'exploit de concevoir les armes de poing les plus vendues au monde ? Reprenons depuis le début. Dans les années 1970, Gaston Glock dirige une petite entreprise près de Vienne. Précisons bien une chose parce que c'est important pour la suite, il n'a jamais conçu ni fabriqué de pistolet de sa vie. En revanche, et c'est là que le mythe du « il ne connaissait rien aux armes » devient trompeur, il possède déjà une solide expérience des polymères. Et son entreprise travaille avec le secteur militaire, couteaux, ferrures, chargeurs pour d'autres fabricants d'armes. Ce n'est pas un inconnu total du milieu, il n'a simplement jamais encore conçu d'armes de poing. En 1980, l'armée autrichienne lance un programme pour remplacer son pistolet vieillissant, le Walther P38. Glock apprend l'appel d'offres presque par hasard, en discutant avec des officiers qu'il fournissait déjà. Il n'a ni prototype, ni expérience en balistique. Ce qu'il a par contre, c'est un carnet d'adresses bien rempli, des ingénieurs, des armuriers, des balisticiens qui consultent un par un, en leur posant une seule question, qu'est-ce qui ne va pas dans les pistolets actuels ? Il ne réinvente rien, il écoute, il synthétise, il fait fabriquer. Et parce qu'il vient de l'extérieur du sérail des armuriers, il n'a aucun des réflexes de la profession. Là où d'autres auraient cherché à perfectionner l'existant, lui repart d'une feuille blanche. L'armée autrichienne teste les prototypes B1 à B5 en 1982. Le pistolet remporte l'appel d'offres adopté sous la désignation du P80. Plus de 25 000 exemplaires sont livrés aux forces armées autrichiennes entre 1982 et 1984, avant que l'arme ne commence à se diffuser dans le reste de l'Europe, puis dans le monde. Mais alors, pourquoi autant de succès ? Tout d'abord, ce succès est dû en grande partie grâce à sa structure. L'ensemble est pensé sur une carcasse en polymère renforcé. Et en 1982, c'est perçu comme une hérésie par toute une industrie construite sur l'acier et le bois, hormis certaines marques comme HK avec leur VP70. En tout cas, certains armuriers traditionnels sont persuadés que ce pistolet en plastique va fondre ou casser au premier tir un peu soutenu. Le pari de Glock, c'est l'inverse, un polymère plus léger que l'acier, insensible à la corrosion. Attention, évidemment, je parle ici de la carcasse, pas de l'arme entière. La glissière, le canon, le percuteur par exemple, restent en métal et ces pièces-là peuvent toujours s'user ou se corroder comme n'importe quelle arme classique. Ensuite, Glock se démarque également grâce à son système Safe Action breveté. Oubliez le levier de sécurité classique qu'on oublie d'activer sous le stress. Ici, tout est interne. 3 sécurités automatiques se désactivent quand vous pressez la détente et se verrouillent dès que vous la relâchez. Troisième point, et c'est probablement le plus parlant pour se rendre compte de cette rupture technologique, en quelque sorte, c'est le nombre de pièces qui composent l'arme. Le Glock 17 en compte 34. Pour comparaison, lors des mêmes essais autrichiens, un Six Sauer concurrent en comptait 53, un Beretta 70, un HK 77. Ce n'est pas un détail anodin, moins de pièces, c'est moins de points de défaillance possibles, un entretien radicalement simplifié et un démontage réalisable sans outils. Et puisqu'on parle de mythes à déconstruire, vous avez peut-être entendu dire qu'un Glock, à cause de son polymère, serait indétectable au portique de sécurité des aéroports. Eh bien laissez-moi vous dire que c'est faux. Un Glock contient largement assez de métal, dont sa glissière et son canon, pour être détecté par n'importe quel dispositif de contrôle classique. Ce mythe vient en réalité de la controverse américaine des années 1980 autour des armes à carcasse polymère, cette peur du pistolet furtif popularisée par le cinéma hollywoodien. Elle a d'ailleurs eu un vrai impact politique, elle a contribué en 1988 à l'adoption aux États-Unis, sous la gouvernance du président Ronald Reagan, d'une loi sur les armes indétectables.
C'est cette combinaison de la carcasse en polymère, de son système Safe Action, de sa radicale simplicité et surtout de son coût de fabrication qui va redéfinir en quelques années ce qu'on attend d'un pistolet de service dans le monde entier. Jusque-là, vous en conviendrez, c'est une belle histoire d'outsider. Le genre d'histoire qu'on adore raconter. Le problème, c'est que la suite ne ressemble plus du tout à un conte inspirant, parce que le succès du Glock 17 va transformer une petite entreprise familiale autrichienne en machine à cash générant des centaines de millions de dollars par an. Et souvenez-vous du fameux parking au Luxembourg, au tout début de cette vidéo. On va enfin comprendre comment on en est arrivé là. Gaston Glock est un ingénieur et non un financier. À mesure que l'argent afflue, il délègue de plus en plus la gestion de sa fortune à Charles Evert, son partenaire commercial, gestionnaire d'une partie de ses actifs. D'ailleurs, ce n'est pas un avocat, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Pendant plus de 10 ans, Evert va structurer une partie de l'empire Glock à travers un réseau de sociétés et de structures offshore, avec une opacité telle que même les proches de Glock ne savent plus vraiment où se trouve l'argent ni qui contrôle quoi. Voici comment tout a basculé. Au printemps 1999, un ancien employé d'Evert, basé à Genève et récemment licencié, contacte Gaston Glock. Il accuse d'avoir utilisé des fonds de l'entreprise pour acheter une maison en Suisse et évoque d'autres irrégularités. Gaston Glock, sur le moment, pense avoir affaire à un ancien salarié amer, cherchant à se venger. Mais pour en avoir le cœur net, il demande de rencontrer Evert en personne. Cette rencontre a lieu le 27 juillet 1999, au Luxembourg, dans un parking souterrain. Vous voyez où je veux en venir ? Ce matin-là, Charles Evert n'était pas seul. Son plan, attirer Gaston Glock dans un parking, l'assassiner et faire croire à un malencontreux accident. Comme quoi Gaston Glock serait tombé accidentellement dans les escaliers. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Le complice de l'assassinat, lui, s'appelle Jacques Pêcheur, un Français présenté comme un ex-catcheur, ancien para et maintenant tueur à gages. Jacques Pêcheur, qui était donc caché, attendit le moment opportun pour porter un coup avec un maillet en caoutchouc à la tête de Gaston Glock. Au total, il en recevra 7. C'est énorme. Pour autant, Gaston Glock n'est apparemment pas conçu comme nous, car il parvient malgré ses blessures et le sang abondant qu'il perd, à lutter contre son agresseur. Et pour aller plus loin, il le neutralise. Et tout cela à 70 ans. Ce qui se passe ensuite est presque aussi fou que l'attaque en elle-même. Quelques heures à peine après son agression, Glock contacte ses banquiers personnels. Il découvre que son conseiller a accès à environ 70 millions de dollars sur des comptes qu'il gérait pour lui. Glock parvient à en transférer 40 millions vers un compte suisse, et les 30 millions restants sont bloqués par Evert via décision judiciaire. Les investigations qui suivent révèlent un réseau de sociétés offshore, aux noms et aux adresses parfois troublants de proximité avec ceux du groupe Glock. Les avocats de l'industriel évoqueront jusqu'à 100 millions de dollars transférés vers des structures contrôlées par Evert. Un chiffre qu'il faut présenter comme une estimation avancée dans le cadre du conflit judiciaire, pas comme un montant définitivement établi dans les moindres détails. Sur le plan judiciaire, la procédure est longue et sinueuse. En 2003, Evert et Pêcheur sont condamnés en première instance, 20 ans pour Evert, 17 pour Pêcheur. La cour d'appel annule ensuite ce premier jugement pour insuffisance de motivation, ce qui entraîne un nouveau procès. Après plusieurs étapes judiciaires, Evert sera finalement condamné à 20 ans de réclusion pour son rôle dans la tentative d'assassinat. Il sera par ailleurs condamné séparément dans une affaire financière distincte liée à de faux documents, à 3 ans de prison, peine confirmée en appel en 2015. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2011, après près de 49 ans de mariage, Gaston Glock divorce de Helga Glock. Il épouse peu après Catherine Chikoff, qui a alors 31 ans à l'époque. Cette nouvelle union intervient au moment même où l'organisation de l'entreprise et du patrimoine familial commence à se réorganiser. Les enfants issus du premier mariage affirment avoir été progressivement écartés de responsabilités au sein de l'entreprise. Avec leur mère, ils engagent en 2014 une action devant une juridiction fédérale américaine, réclamant environ 500 millions de dollars. La plainte évoque des sociétés écrans, des facturations contestées et des transferts d'actifs. Il faut être précis, ce sont des accusations de faits formulées dans le cadre d'un litige, pas une décision de justice ayant établi chacun de ces faits comme certains. Des procédures ont eu lieu en Autriche comme aux États-Unis, avec des résultats différents selon les actions engagées. Ce que cette affaire montre surtout, c'est la fragilité d'un empire privé lorsqu'il repose presque entièrement sur son fondateur et sur une poignée de personnes de confiance. C'est moins spectaculaire qu'une guerre pour plusieurs milliards, mais c'est la réalité qui se cache derrière de nombreux empires. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Que Gaston Glock a eu une intuition d'ingénieur brillante, repartir de zéro, ignorer les codes d'un milieu qu'il ne connaissait pas de l'intérieur, pour créer une arme qui allait équiper des dizaines de polices et d'armées à travers le monde. Ça, c'est établi, documenté, indiscutable. Mais l'image du génie visionnaire s'arrête là où commence la réalité des structures financières complexes et peu transparentes. Un homme de confiance qui a bien failli le faire assassiner et un conflit familial encore aujourd'hui marqué par des accusations non tranchées. Le succès industriel de Glock ne s'est pas construit dans une ligne droite héroïque.
Et une dernière chose, parce que je pense que c'est important de le dire clairement, les détails financiers et familiaux de cette affaire sont difficiles à établir avec une certitude absolue. Ils viennent de procédures menées dans plusieurs pays par des parties aux intérêts opposés. Il faut distinguer les condamnations pénales, elles bien établies, des accusations financières qui, elles, ont fait et font parfois encore l'objet de litiges. Si vous souhaitez que j'approfondisse l'histoire d'entreprises emblématiques dans le domaine de l'armement, faites-le moi savoir en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt.